Et voilà, mesdames et messieurs, nous y sommes, nous voilà donc autour du plateau Le Duel, ce dimanche 2 mars 2025, pour quelques confrontations d'idées, comme nous en avons l'habitude avec nos invités. Ils sont présents, ils ont répondu à notre appel. J'ai en face de moi Théophile Agbofon. Bonjour, monsieur Agbofon. Bonjour, monsieur Roussa, parce que je m'habitue désormais au nom, Roussa Théodule. Oui, c'est bien ça. Je voudrais profiter pour saluer vos téléspectateurs et vous allez me permettre, aujourd'hui 1er mars, Aujourd'hui 2 mars. Aujourd'hui 2 mars, excusez-moi beaucoup, je vais me recueillir par rapport à la mémoire de nos illustres disparus. Oui. Je voudrais nommer le ministre Yves Coirot, qui pour moi est un frère. Et je voudrais également nommer le préfet Couton, avec qui j'ai eu à partager quelques moments de travail quand j'étais à l'Agence territoriale de développement agricole du Zou Koufo. Très bien. C'est de personnalités qui vont nous manquer. Et je souhaite que Dieu prenne en charge leur âme. Très bien. Merci à vous, monsieur Théophile Agbofon. Je rappelle que vous êtes le deuxième vice-président du parti NFN, cette formation politique qui est bien sûr de l'opposition. Merci à vous. Et en face de monsieur Théophile Agbofon pour le débat ce dimanche matin, nous avons Mathieu Ablessi. Bonjour, monsieur Ablessi. Bonjour, monsieur Roussa. À la suite de mon frère, je vais dire mes amitiés aux téléspectateurs et paix aux âmes de nos amis disparus. Très bien, merci pour cette civilité, merci, c'est important parce que ce sont de hautes personnalités de la République en fonction que nous avons perdu et toute l'équipe, la direction générale de ETL profite une fois encore de cette occasion pour dire nos sincères condoléances à la famille et du courage à tous ceux qui l'ont connu. Alors, nous allons aborder les sujets du jour, la réalité du jour. Nous en avons 3 en termes de sujets. Nous allons nous intéresser à l'audit du fichier électoral et parler des orientations, des attentes et les mises en garde du président Patrice Talon au comité de pilotage qu'il a rencontré au palais de la Marina. Et puis Talon qui aujourd'hui soucieux d'une fin de mandat heureuse, l'autre équation de son départ en 2026, nous allons en parler avec nos invités et puis la conférence nationale des forces vives, 35 ans déjà, quelle est la suite? Sommes-nous toujours dans l'esprit de cette conférence? Avons-nous évolué? Mettons-nous au travail qui a été dit il y a 35 ans? Sommes-nous véritablement au travail? Autant de questions auxquelles nous aurons des clarifications. Et pour aborder le premier sujet, je le disais tantôt, à la surprise presque de tous, on peut le dire ainsi, lundi dernier, le président de la République, Patrice Talon, a rencontré les membres du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. C'était au palais de la Marina, au lendemain de l'octroi de l'intégralité du budget sollicité par le comité. Une rencontre en pointe à des orientations, oui, des attentes et des mises en garde du président de la République au comité de pilotage. Tout de suite, à M. Agbofou que je vais adresser la première question. M. Agbofou, cette rencontre que le président de la République a eue avec le comité de pilotage, selon vous, vous qui êtes de l'opposition, vous qui avez souhaité cette rencontre, comment, pour vous, est-ce qu'elle vient à point nommé? Oui, moi j'ai eu coutume de chaque fois apprécier les choses par rapport à 2 critères essentiels, à savoir la pertinence et l'opportunité. Cette rencontre est pertinente et prouve bien sûr que le chef de l'État se met au-dessus de la mêlée et a voulu se démarquer des partis politiques qui le soutiennent pour pouvoir, excusez-moi beaucoup, pour pouvoir mettre la lumière sur le travail que ce comité veut faire. Donc c'est pertinent que le chef de l'État rencontre le comité pour les envoyer officiellement en mission.
Parce qu'il ne suffit pas seulement de décaisser les ressources, il faut aussi préciser, donner quelques orientations par rapport au cahier de charges, même si la mission avait été demandée par la société civile et le cadre de concertation de l'opposition. Par rapport à l'opportunité. L'opportunité, oui, cette rencontre est opportune dans la mesure où ça a permis au chef de l'État de comprendre l'état d'âme dans lequel ce comité de pilotage veut travailler. Et vous avez eu, comme moi, vous avez écouté, vous avez entendu, si je me permets ce terme, le président du comité de pilotage qui est une personnalité qui a très dévouée, qui durant toute sa vie s'est battu pour des causes liées à la transparence. Donc, moi, ce que je vais ajouter par rapport à cette opportunité que le chef de l'État leur a donnée, c'est en ce qui concerne les mises en garde. Nous aurons le temps d'y revenir, M. Agofon, tout à l'heure. Merci beaucoup. M. Avlessi Mathieu, membre du parti BR, Bloc républicain, le cheval cabré. Oui, vous, au départ, vous n'étiez pas trop intéressé par l'audit du fichier électoral, comme on l'a souhaité, l'opposition, la coalition l'a souhaité. Mais aujourd'hui, le président de la République a rencontré le comité. Merci, M. Oussa. Je crois que globalement, le fichier a été élaboré par la mouvance. Et donc, lorsque je fais un travail que je juge... Par l'année, parce que quand vous parlez de la mouvance, c'est comme ça donne toujours cette connotation à l'opposition, réalisée par l'ANIP, la structure technique. Bon, si d'accord, la structure technique... Par la mouvance. La structure technique, bon, d'accord, mais par la mouvance qui a mis la structure en place. Et donc, j'estime qu'entendu que c'est un travail qui émane d'eux, ils ont des raisons de dire, bon, c'est déjà bien fait, pourquoi encore auditer? Ça, c'est la poursuite dans laquelle se trouvaient les mouvanciers. Pour dire, nous l'avions fait de bonne foi, alors pourquoi nous demander encore de revoir? On a relu plusieurs fois. Pourquoi nous demander d'auditer? Ça, c'est le premier pan de la chose. Maintenant, le chef de l'État a rencontré le comité parce que l'opposition demandait à avoir ce fichier-là, à revoir dans ses détails. Vous savez, le président de la République est performiste. Il aime les choses dans les détails. Il aime la qualité. Et de ce point de vue, il y a des raisons. J'avais dit sur des plateaux ici, sur votre plateau par exemple, que tout ce qui serait possible d'être fait pour que les choses se passent au mieux seront faits en tenant compte des agendas. Et c'est un peu ça. Ça veut dire que si ceci est possible, ça peut se faire. Le chef de l'État a donné son quitus pour que cela se fasse. Il a mis le budget en place maintenant pour que ça se fasse. Et que l'opposition est là. Les recommandations. J'ai commandé un travail. C'est moi qui ai commandé. Moi, je suis en prestation intellectuelle. Lorsqu'on me commande un travail et que je prends, il y a les thèmes de référence et tout ce qui m'a permis donc de faire ma proposition de soumission. D'accord. Et maintenant, j'ai ma proposition acceptée, mais le maître doit recadrer la mission. Donc, moi, j'appelle ça une mission de recadrage pour permettre aux acteurs d'avoir les éléments tangibles sur lesquels ils doivent pouvoir agir. Parce que, en bout de ligne, entendu que les performistes, il serait pas bien que nous ayons des recommandations fallacieuses, mais des recommandations sans contenu. Et donc, il faudrait des recommandations pertinentes. Et pour qu'on en vienne là, il fallait ce cadrage-là. Et donc, moi, je l'inscris dans la logique du cadrage de la mission prestation intellectuelle qu'on a commandé à des experts. On constate la mouvance, au départ, ne pas vouloir s'associer au travail et que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a rencontré le comité. Et ça dit que le président de la République s'est démarqué des mouvanciers. Est-ce que cela veut dire que les mouvanciers et le président de la République ne parlent presque pas le même langage? Bon, ça peut parler le même langage sans pour autant se retrouver sur tous les points de vue. Le même langage, c'est que c'est fait. Nous, on a fait un bon travail, monsieur le président. On a fait un bon travail. Et pourquoi ça? C'est la question que se posaient les autres. Et comme le dit, ça, tout revient à l'individu. Parce que par le passé, c'est un peu comme les épisodes de l'EPI qu'on a connus. Hein? Okay. C'est ce fichier. C'est un peu comme les épisodes de l'EPI. J'en reviendrai par rapport à la gouvernance, par rapport à la conférence et les résultats de la conférence. Et on a fait des épisodes de l'EPI ici depuis Kérékou
jusqu'à Yahi, on n'a pas eu de fichier qui soit accepté de tous. Qu'aujourd'hui, la commission technique, en collaboration avec les acteurs de la mouvance, ait sorti un document parti de notre identité, de notre registre d'état civil, et qu'on veuille encore auditer, c'est tant mieux. Le président veut que ça soit bien fait. Il a rencontré, ça sera bien fait. Et je crois que ce serait tant mieux pour tous, parce que au moins ce serait une première fois, un épisode de Jean Lépi qui serait accepté de tous, parce que l'opposition aurait audité, aurait accepté que le travail est bien fait, donc ça peut les diriger. C'est très important, et je crois que tout ça c'est pour le mieux, c'est pour la paix après les élections. Qu'on ne vienne pas dire que voilà, on est parti sur un fichier tronqué par avance, les dés étaient pipés et tout ça. Donc je crois que le chef de l'État est soucieux de ce que nous ayons des élections apaisées, des élections festives à l'échéance 2026. C'est ça logique. Merci, monsieur Mathieu Avlessi. Monsieur Agofon, il me semble qu'à un moment donné, le comité de pilotage n'a pas été apprécié de tous. Je veux parler surtout de certains membres, puisque on en a vu dans ce pays qui, au départ, avait décrié tout ce qui se passait. Mais que subitement, le cadre de l'opposition nomme ceux-ci comme responsables. Aujourd'hui, des gens continuent de douter de la bonne foi de ce comité, quand bien même le président a pris des engagements devant le chef de l'État qui demeure une institution à part entière. Les gens continuent de douter parce que, tenant compte du passé, et quelle interprétation faites-vous de cela? Bon, moi je dirais simplement que le doute est lié à l'espèce humaine. On dit « je doute, donc je suis ». Les gens ont des raisons, ont leurs raisons de douter, mais il faudrait qu'on retourne au processus qui a abouti au choix de ces personnalités. Parce que ces personnalités n'ont pas été identifiées par rapport à leur nom, mais ils ont été identifiés par rapport à leur provenance. Et tel que le processus a été engagé, c'est-à-dire le processus de désignation était tel qu'on est les représentants de la société civile, les représentants des partis politiques. C'était le schéma qui est mis en place, pas pour techniquement faire le travail, mais pour piloter le processus de l'audit. Donc, je crois que l'important, c'est la mission, c'est l'adéquation profil et les exigences de la mission qui importent. Je voudrais profiter pour rebondir sur un aspect des réponses de M. Avlessi, Mathieu. Vous savez, ce n'est pas la mouvance qui est en train d'élaborer le registre d'état civil du Bénin. Le registre d'état civil du Bénin est élaboré par un organe public qui peut, dans un pays normal, les acteurs retenus pour faire ce travail peuvent être, d'abord, sont même appelés à être apolitiques. Normalement. C'est-à-dire, même si vous avez votre bord politique, mais par rapport à cette mission-là qu'on vous a confiée, en ce qui concerne l'élaboration de l'état civil, vous devez être suffisamment technique et apolitique. Donc, c'est un document, c'est quelque chose qui est réalisé par des personnes apolitiques pour la République. Alors, quand on va faire l'audit de quelque chose de pareil, normalement, la mouvance et l'opposition doivent pouvoir s'entendre. Parce qu'il n'y a pas... Il a dit que le président est un homme qui aime la perfection. Mais nous aimons tous la perfection. C'est parce qu'aujourd'hui, le président est en vue. Mais qui déteste la perfection? Personne. Et un audit est un outil d'amélioration de la qualité. Vous voyez un peu, nous sommes tous témoins des problèmes que nous rencontrons le jour des élections. Telle personne qui avait l'habitude de voter dans un bureau de vote va dans son bureau de vote normalement et ne retrouve pas son nom. Et il commence par se chercher. Parfois, il y a des gens qui s'engagent à voter forcément. Ils sont prêts à dépenser, mais il y a d'autres qui se découragent et qui rentrent chez eux. Vous voyez, les taux de participation aux élections,
tous ces éléments doivent nous amener à vraiment accueillir cet exercice d'audit et à contribuer à ce que cet exercice soit réalisé. Mais au-delà de l'exercice de l'audit, ce qui doit nous préoccuper, c'est la mise en œuvre des recommandations. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des éléments de recommandation que nous connaissons déjà, qui vont apparaître. Quand je prends, par exemple, le cas dont je viens de citer, nos frères, nos mamans, qui habitaient une zone donnée pour une raison déterminée, qui peut-être à quelques mois des élections se déplacent pour aller dans une autre localité, mais qui ne savent pas comment faire pour aller se déclarer, pour aller actualiser sa place, pour aller actualiser, comment dirais-je, son nom, son état civil, sa nouvelle résidence. Comment on fait pour les aider? Parce que quand on va aux élections et qu'il y a une liste électorale qui porte près de 7 millions d'électeurs potentiels et qu'on se retrouve au résultat à des votants de moins de 2 500 000, est-ce que c'est normal? Donc nous devons nous entendre en tant que parti politique, que nous soyons de la mouvance ou de l'opposition, nous devons nous entendre pour améliorer l'outil qui nous permet d'aller en compétition. Monsieur Agboufon, le président, et là nous rentrons dans les orientations et les attentes, même les mises en garde du président de la République au comité. Il a été très clair, le président de la République, les orientations, vous avez suivi certainement. En tant que politique vice-président de parti, vous avez eu le temps d'écouter, de réécouter les échanges. Mais comment appréciez-vous les orientations du président de la République? Bon, je pense qu'à notre niveau, comme vous le dites, moi je suis du parti La Nouvelle Force Nationale et nous avons trouvé que c'était opportun qu'il y ait ce recadrage par rapport à la mission, parce que la lecture des thèmes de référence, c'est autre chose, mais l'échange avec le comité de pilotage qui est chargé de mettre en œuvre cette mission, c'est encore autre chose, mais les deux mis ensemble peuvent contribuer à améliorer la mission. Cependant, les aspects qui nous ont un peu paru paternalistes, un peu gênants par rapport aux personnalités qui étaient devant le chef de l'État, c'est ces aspects liés au fait que le chef de l'État a dit, bon, à la fin, il faut avoir il faut intégrer la vertu. Non, la vertu devait être intégrée depuis le début, parce que ce n'est pas à la fin qu'on intègre la vertu dans la gouvernance. Bon, nous ne sommes pas dans la logique de polémiquer. L'essentiel, le chef de l'État a parlé. Nous espérons que cette vertu, ce regain de vertu puisse aller plus loin et toucher le code électoral. C'est vrai qu'il a dit qu'il ne voulait pas, et ça, le temps, il ne voudrait pas. Le temps utilisé nous rassure, parce que si on arrive à le convaincre en lui présentant un nouveau projet de code électoral qui pourrait calmer tout le monde, qui pourrait recevoir le consensus, étant donné que nous sommes en processus de regain de vertu, j'espère et je sais, j'ai la conviction que la vertu va prendre le dessus sur la fougue pour que nous puissions aller aux élections dans de meilleures conditions. D'accord. Merci, monsieur Agboufon. Monsieur Avlessi, vous avez écouté votre vis-à-vis qui a parlé de regain, de sentiment de vertu. Qu'en dites-vous? Quelle compréhension avez-vous? Non, moi je pense plutôt que, bon voilà, une mission, ça a un coût. Le coût, les choses sont mises en place. Et nous connaissons l'environnement politique. Je vous ai parlé de plusieurs épisodes de l'EPI sans qu'on ait les résultats.
moi je pense que le chef de l'État n'est pas allé du dos de la cuillère pour dire je voudrais que les ressources soient bien gérées. C'est très important et qu'on ne s'attribue pas des primes fantaisistes juste pour vider les sous et venir avec des propositions fallacieuses. Ça, je pense que moi je le mets comme ça, c'est pas une question de regain simplement. Globalement, ce qui se fait aujourd'hui, c'est avec une amélioration de l'existant. Et donc cette amélioration continue. Et donc c'est dans cette logique que moi je pense que le chef a parlé de regain parce qu'il est encore vers la fin. Bon, s'il a parlé de regain, mon vis-à-vis. Pardon, Agofo a parlé de regain. Que c'est un sentiment de regain. Bon, donc moi je lui concède. Mais je crois. Le paternalisme, non, moi je crois que si c'est bien fait, c'est son nom. Si c'est mal fait, c'est son nom. On ne dira pas la gouvernance. Si aujourd'hui, quand on va le passer tout de suite, hein, on dit Yahi a fait. Donc demain, on va dire Talon a fait. Si c'est mal fait, on va dire Talon a fait. Et donc je crois qu'il a de raisons de défendre son nom. Et je crois que c'est dans cette logique qu'il est. Et donc qu'on ne vienne pas à entamer son image. Et il y a de raisons. Donc ce qui est fait juste là. Et il veut garder la ligne droite pour sortir la tête haute. Et c'est ça. Oui, monsieur Avessi, le président de la République est allé directement au but. Il ne faudrait pas que l'audit du fichier électoral donne lieu plus tard à d'autres revendications telles que le code électoral. C'est deux choses carrément différentes. Ça s'entend. C'est pourquoi je dis c'est du cadrage. Il faut cadrer la mission. Ici, il y a des thèmes de référence qui ont permis à la commission de lancer l'appel d'offres pour recruter des experts pour faire le travail et qu'on ne vienne pas à dire autre chose que ce qui est contenu dans les thèmes de référence que certainement le chef d'État a validé. Qu'on ne vienne pas faire des propositions, des recommandations qui dépassent le champ défini. Au moins la classe politique soit respectée, parce que la classe politique n'est pas respectée de ce point de vue-là. On ne fait pas les travaux comme cela se doit. On est trop laxiste sur les travaux techniques et ce ne serait pas bien. C'est heureux que ce ne soit pas eux-mêmes qui fassent et que ce soit une commission technique, mais en tant que coordonnateur, parce que la commission coordonne les activités des experts et donc qui coordonne bien le travail et qu'on ait de bons résultats. C'est le Bénin qui s'en porterait mieux. Au moins on aura un fichier électoral consensuel et qui nous permettait d'aller aux élections en 2026 en toute sérénité, élections festives, je projette. Oui, monsieur Aboufon, est-ce que le président, je vous fais aussi la même question, le président a véritablement mis le comité en garde. Il ne faudrait pas que ceci donne lieu à d'autres revendications, dont la réélecture, longtemps brandie par l'opposition, qu'on ne revienne pas dit maintenant, passons à la réélecture du code. Comment appréciez-vous cela? Est-ce que dans votre logique, c'est possible? Est-ce à dire que le président connaît les Béninois et savent nos manières de faire? Ce qui est sûr, nous pensons au niveau de la nouvelle force nationale que ce comité de pilotage a une mission spécifique qui est liée à l'audit du fichier électoral. D'accord, sinon de la liste électorale qui sera extrait du fichier de l'état civil. Donc, ça n'a aucun rapport direct avec le code électoral. Donc, si le président de la République saisit l'opportunité pour redonner, pour rappeler sa position par rapport au code électoral, ça ne concerne pas ce comité de pilotage. Ce qui importe pour nous autres, il s'adresse à presque tout le monde alors? Non, tout le monde, pas seulement au comité, mais toute l'opposition, toute la coalition. S'il s'adresse à l'opposition, naturellement, il aura la réponse de l'opposition parce que la relecture du code électoral, pour nous, ça reste d'actualité. Maintenant, on ira jusqu'au bout. Nous, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de travailler à proposer. Parce que quand vous dites que le code électoral a des problèmes, il faut proposer un nouveau code électoral. Il faut proposer les corrections. Nous allons les proposer. Nous allons les envoyer, le code électoral relu. Nous allons l'envoyer aux députés, nous allons l'envoyer aux présidents des institutions, nous allons l'envoyer aux représentants du peuple. Parce que le peuple, ce n'est pas la population. Le peuple, ce n'est pas seulement les électeurs, ce n'est pas seulement les citoyens. Il y a les groupes constitués du peuple. Nous allons les réunir et nous allons leur dire voilà ce qui est proposé, voilà ce que nous reprochons à ce qui est proposé, mais voilà ce que nous proposons pour que tout le monde s'y retrouve. Parce que c'est ça la réalité. Quand vous allez à une compétition, vous devez vous entendre sur les règles de jeu.
Ce n'est pas après la compétition que vous allez commencer par dire oui, c'est parce que les règles du jeu ne nous favorisent pas. On pourrait arriver à la situation où, bon voilà, si tant est que le jeu est pipé, on peut arriver à la situation où on se retire. Et nous, on ne le souhaite pas pour notre jeune démocratie. Parce que oui, si tant est que la situation ne va pas évoluer, on ne va pas s'écouter, on ne va pas s'entendre pour corriger les outils, les documents, le code électoral, tout ce qui nous accompagne. Par exemple, quand on dit on ne va pas donner de procès verbal aux partis politiques. Sur la base de quoi voilà, je ne veux pas aller loin. Je ne veux pas aller loin par rapport à ça. Mais toujours est-il que le débat sur le code électoral reste d'actualité. D'accord, mais qui n'est pas du tout le travail du comité. Qui n'est pas le travail du comité. Je tiens à préciser ça. Apprécié, M. Avlessi Mathieu, est-ce que, dites-nous, est-ce que vous doutez du travail que fera ce comité de pilotage? Bon, le comité n'a pas le travail technique à faire. Le comité n'a que la coordination des techniciens. Et donc, je ne connais pas les techniciens, je n'ai pas suivi... L'appel d'offres n'est pas encore lancé. Bon, je n'ai pas suivi le processus, donc l'appel d'offres sera lancé. Ouais. Bon, je crois que c'est d'abord là, c'est à travers ça. Les TDA qui vont être élaborés, vont lancer l'appel d'offres, on va voir les candidats, quels sont leur profil, quelles sont les aptitudes qu'ils ont antérieurement à faire un tel travail, et ça pourra nous déterminer à dire attention, au vu de leur profil, et ils pourraient nous faire un travail bien, un bon travail. Mais c'est vrai que la carotte est là. Qu'est-ce qui leur revient? Parce que là, est-ce qu'ils ont tenu compte de ça pour élaborer le budget, pour dire la rémunération à accorder à ces experts, si c'est des nationaux, ça a un coût. Si on n'a pas ça au plan national et qu'on l'a à l'international, ça a son coût. Quelles sont les variantes qu'ils ont dû mettre dans leur tête de référence? On ne sait pas. Bon, maintenant, si c'est confiné que c'est au plan local qu'il faut avoir, c'est tellement parce que là, je ne suis pas sûr que ce soit à l'international. Si c'est ça, alors ils n'ont qu'à faire le travail comme cela se doit. Les techniciens vont être recrutés. Nous allons voir leur qualité et en juger pour dire attention. Si c'est mal fait, ce ne serait pas tout de suite le comité. Mais c'est d'abord eux, leur image est en jeu, leur technicité est en jeu, et je crois que les gens seront recrutés en fonction de leur qualité, ils feront un bon travail. Oui, la coalition NFN, voilà, merci. Êtes-vous, je dirais, content de constater que le chef de l'État n'a rien enlevé, même pas un seul copec du budget? J'essayais d'éviter la question, mais vous l'avez ramené. Je vais aller là-dessus. Vous savez, un budget est une prévision. C'est une prévision de dépenses et je dirais de recettes. Mais dans ce cas-ci, la recette provient directement du gouvernement. Et le gouvernement a déjà donné l'autorisation. Ce n'est pas parce qu'on en dit que le budget est 159 millions et quelques que le comité va dépenser exactement 159 millions. Le comité peut en dépenser nettement moins, comme le comité peut en dépenser plus. Mais tout dépendra de la pertinence des dépenses et de l'opportunité des dépenses. Le premier aspect que je retiens, c'est que dans ce comité, il y a le président qui dit « Moi, je ne veux rien prendre. J'offre mon expertise. Si moi, je n'étais pas très engagé au niveau d'un parti politique, je pourrais aussi offrir ma compétence gratuitement parce qu'il s'agit de la République. » Et nous avons des dépenses qui dépassent ce que les gens... On a essayé de braquer toutes les caméras sur 159 millions. C'est-à-dire que c'est l'intégralité qui est débloquée. Le gouvernement ou le ministre des Finances n'a jamais dit écoutez, nous allons réduire parce que... Mais même pas un seul copec. Ça veut dire ce que ça veut dire, monsieur. Non. Quand on dit débloquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement quoi chez vous? On n'a pas encore payé les dépenses. Il faut que c'est le montant des dépenses réellement justifiées qu'on va retenir à la fin. Mais je voudrais mettre l'accent sur ce que représente le fichier électoral, la liste électorale pour notre pays par rapport au montant dont vous parlez. Nous voyons qu'il y a des infrastructures qu'on répare on les répare pendant des années et après on se lève un matin, on les casse encore pour les reprendre à zéro. Mais ça, c'est des dépenses qui sont faites. Mais les caméras ne vont pas sur ces dépenses-là. Mais c'est 159 millions autorisés. Quand vous dites débloquer,
c'est autorisé. Et il va avoir, le président du comité de pilotage l'a bien dit, il aura un contrôleur de gestion, il aura un comptable public. Donc, il y a suffisamment de garanties pour qu'on ne braque pas trop de caméras par rapport à cet aspect-là. Nous connaissons les acteurs qui ont été retenus et nous pouvons, tout au moins sur le plan de la gestion financière, nous pouvons, au moins par rapport à leurs histoires, nous rassurer par rapport à cet aspect gestion financière. Donc, je propose plutôt qu'on se focalise sur, comme l'a dit M. Mathieu Avlessi, qu'on se focalise sur la qualité du résultat que sur le montant. Parce que si les élections tournent mal et que ça entraîne des problèmes, ce n'est pas avec 159 millions qu'on va régler ces problèmes. Nous sommes, M. Agofou, nous sommes en politique et toutes les interprétations, les compréhensions des langages politiques sont possibles. Alors, merci à vous. Est-ce que M. Avlessi, il y a quelque chose à ajouter? Moi, je crois que c'est ça. Nous sommes en duel, mais c'est la République qui importe. Si par moment on accorde la vie des violons, il ne faudrait pas que nos téléspectateurs s'en offusquent. C'est du Bénin on parle. Merci à vous. Et pour aborder le second sujet, vous le savez, mesdames et messieurs, à l'approche de la fin de tout mandat constitutionnel, les présidents de la République assistent à je dirais, des sentiments de réflexion. C'est-à-dire, au quotidien, des réflexions sont menées pour savoir comment est-ce que nous allons faire la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Comment allons-nous faire pour pérenniser les actions qui ont été faites aujourd'hui? Quoi qu'on dise, le président de la République, Patrice Talon, est aussi soucieux de la fin de son mandat, cette fin qui est l'autre équation à résoudre pour son départ en 2026. Monsieur Mathieu Avlessi, qu'est-ce qui explique cela selon vous? Merci, monsieur Oussa. Je crois que l'histoire nous édifie. Hein? Celso n'a pas pu remplir après son premier quinquennat. Et le contexte, je reviendrai sur. Quand on va aborder le sujet conférence, et puis je reviendrai sur. Le président Kéréko, à sa fin, on a eu l'élan, touche pas ma constitution. Et donc l'élan de révision où je ne sais à quelle fin. Bon, il a dû lâcher prise. Le président Yahi est venu. Yahiboun est venu, à sa fin, après nous, c'est nous. Ça a donné ses conséquences. Et bon, donc je crois que toute fin de mandat, les gens se disent, j'ai bien fait. Je veux continuer à faire. Ou bien tout au moins, je veux que mon équipe continue à gérer les affaires de l'État. Mais je crois que le président Talon n'est pas pour autant préoccupé par l'après-lui. Parce qu'il a dit qu'il ne veut personne pour assurer ses arrières. Ça, il a dit, il a martelé. Je ne veux personne pour assurer mes arrières. Toutefois, je suis citoyen, je vais voter pour quelqu'un. Donc, je vais choisir quelqu'un pour qui avec qui je vais travailler et pour qu'il vienne. Forcément, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, je ne sais pas. Ce serait lui, c'est son choix. Donc, je crois que le président Talon, pour une fois, n'est pas préoccupé par l'après-lui. Toutefois, tout Béninois que nous sommes, au vu de ce qui est fait, au vu de ces 10 dernières années, ou de sa gouvernance, et la qualité de ce qui est fait, on aurait souhaité que celui qui viendrait fasse même mieux que lui. Pour l'image du Bénin, pour la construction du Bénin, qu'il fasse mieux que lui. Et si ça vient de lui, ce serait tant mieux. Si ça vient d'autres personnes, parce que globalement aussi, il a surpris agréablement plus d'un, en tout cas personnellement, moi. Personne n'attendait cette qualité de gouvernance de lui, parce qu'on ne l'a jamais vu, visible en politique. Mais regardez la surprise agréable que nous avons reçue. On peut avoir n'importe qui, sorti de n'importe quel néant, faire 2 fois plus que lui. On ne sait pas. C'est peut-être dans son équipe aussi, on ne sait pas. Donc moi je crois que l'après lui n'est pas trop la préoccupation, mais c'est la pérennisation de ce qui est là, ce qui est fait. Et faire au-delà de ce qui est fait, qui est sa préoccupation, moi je vois. Ce n'est pas trop lui, ce n'est pas ses arrières, mais c'est faire mieux, faire autant ou mieux que lui qui le préoccupe. Monsieur Agofou Théophile. Oui, fin de mandat, sa succession, la suite à faire, ça doit être l'autre équation du président Patrice Talon, qui veut partir, on dirait, en tout honneur. Je crois que à ce niveau, il faudrait que le discours soit cohérent avec le parcours. C'est-à-dire? Il faudrait que ce que le président dise se reflète dans ses actes. Et pour que n'importe qui puisse venir le remplacer,
C'est-à-dire que après son départ, que n'importe quel Béninois ambitieux, choisi par les Béninois sur la base d'un programme, puisse venir, puisse accéder au pouvoir, comme lui l'a fait, parce que le président Patrice Talon est rentré de l'exil là. Et nous l'avons, moi, personnellement, ce n'est pas mon parti politique, moi, en son temps, si on pouvait nous appeler des fous, moi je suis un fou de Patrice Talon. La Constitution ayant prévu 2 mandats, il a fini ces 2 mandats. Qu'il ne se préoccupe plus de la suite. La République est là. Et celui qui va, peu importe là où la personne, d'où est-ce que cette personne viendra, personne. Mais ça doit être le souci personne, de tout président. Personne. Et le président Patrice Talon. Vous-même, peut-être, vous avez envie de voir vos enfants pérenniser vos actions. Et peut-être non, mieux que vous. Ce n'est pas. La question de la République ne se résout pas de cette manière-là. Et c'est pour ça que je parlais tantôt de paternaliste et vous avez dit non, qu'il ne s'agit pas de paternaliste. C'est juste un exemple de ramener pour. Quand vous finissez, quand vous exercez une fonction publique, vous devez l'exercer de sorte qu'à tout moment, vous puissiez rendre le tablier, vous puissiez remettre le poste à d'autres personnes. Vous avez vu, on a vu dans ce pays, il n'y a même pas longtemps, un ministre qu'on ne croyait pas sorti du gouvernement, du jour au lendemain, on lui a demandé de passer service. Alors, la suite là, en quoi ça l'intéresse? Il faudrait que nous gérons désormais de façon républicaine. C'est-à-dire, on me met à un poste, je travaille comme si demain, si on m'enlève, la République va continuer. Et moi, je voudrais rassurer le président Patrice Talon que plus personne, aucun autre président ne viendrait affamer les Béninois, aucun autre président ne viendrait creuser l'écart social comme il a fait. Parce que moi, je suis un enfant de Doké. Et je vous pose la question, je pose la question à tous les Béninois. Combien d'enfants de Doké sont capables aujourd'hui d'aller d'avoir la moyenne pour aller au concours d'entrée à l'école de médecine ou pour aller au concours d'entrée à une école universitaire? C'est devenu compliqué. Nous devons travailler. C'est pour ça que moi, mon parti, au niveau de la force nationale, la nouvelle force nationale, nous travaillons pour les ouvriers, nous travaillons pour les travailleurs, nous travaillons pour nos mamans qui souffrent. Il faudrait qu'on inculque dans notre tête que ce que le président Patrice Talon a fait, c'est pas mauvais. C'est pas totalement mauvais. Mais il y a des gens qui aspirent à faire mieux. Et qu'on leur donne la possibilité aussi, comme la possibilité a été donnée à Patrice Talon, de montrer de quoi il est capable. Et je crois que sur ce plan, mon vis-à-vis et moi, on est d'accord là-dessus. C'est peut-être la méthode, c'est peut-être la manière dont les règles de jeu vont permettre à tout le monde de s'exprimer. C'est sur ça qu'on ne s'entend pas. Et je sens la sagesse en lui et peut-être que nous allons nous entendre. Est-ce que là, c'est une manière de l'amener à avoir le même langage que vous? Mais est-ce que véritablement, M. Avlessi, le peuple est affamé? Est-ce que la mouvance, autour de vous, avez-vous vu le peuple affamé, par exemple, comme l'a dit M. Bon, ce n'est pas d'abord sur ce point que je vais réagir par rapport à l'intervention de mon frère et ami, mais je voudrais réagir sur l'intervention relative à enfants de parents modestes qui parviennent à faire de hautes études. Je vais donner l'exemple. Le bac dernier, le premier au bac, Epiphane, quoi on l'appelle, je n'ai pas gardé le nom, Epiphane, c'est le prénom, il n'est pas enfant de Magna que je sache. Et donc je crois que travaillons déjà à l'interne que nos enfants soient performants. Et là, ils auraient les... Parce que ce n'est plus un concours qu'on passe pour aller dans ces écoles aujourd'hui. C'est les moyennes qui permettent de faire les orientations en fonction des performances que vous développez à la composition. Donc travaillons déjà au niveau de nos enfants. C'est vrai que c'est cher aujourd'hui par rapport à nous, mais le monde est dynamique. La vie, on ne peut pas demander aux enfants de vivre ce qu'on a vécu. Ce n'est pas possible. Tout cool. Et donc, c'est un processus affamé. Affamé, moi, je pense que les choses se disent de façon un peu trop... se pervertissent, de mon point de vue. Ce n'est pas facile pour le commun des Béninois. Ça, c'est clair. Mais le président Talon l'avait annoncé. Il dit qu'il va mettre chacun dans son couloir. Dans son couloir parce que M. Aboufou a un travail, a sa rémunération. Sa rémunération tombe tous les mois.
et je ne sais pas comment il est affamé. Et bon, moi, je ne suis pas salarié, je suis en consultance. C'est pourquoi tout à l'heure, quand on a parlé d'appel d'offres et tout ça, je me dis, si mon cabinet était apte à postuler, je postulerais. Et peut-être que c'est mon cabinet qui va conduire l'audit, je ne sais pas. Et là, si je venais à gagner des marchés, je fais des marges sûres et donc je vis de ces marges-là. Maintenant, au-delà, je ne sais pas l'argent qui circule et qui ne circule plus. On en a parlé, ce n'est pas le sujet. On viendra sur ça. Donc, affamé, c'est un peu ça, que chacun essaie davantage vivre de son revenu, de se contenir dans son cahier de charge, de se contenir dans sa marmite ou dans son panier. Et là, on n'en viendrait pas à dire qu'on a affamé quelqu'un, mais on nous a disciplinés. C'est de la discipline que nous observons. Nous connaissons ce qui s'est passé par le passé. Nous connaissons comment la vie politique s'animait et comment chacun en profitait. Et c'était comme ça, on en profitait. Hein. C'est pourquoi je dis chacun est affecté. Nous sommes tous affectés, mais je l'ai dit ici sur ce plateau, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. L'option du président Talon est difficile, mais c'est le chemin. Merci. Nous allons... Oui, monsieur vous avez réagi? Oui, non, d'abord, c'est heureux qu'il soit d'accord avec moi que la situation n'est pas facile pour le peuple. Moi, je remercie Dieu. Je ne peux pas dire que voilà, je suis dans les mêmes situations que des gens que je vois là. Mais reconnaissons qu'il y a la possibilité d'améliorer les conditions de vie des Béninois. Et j'insiste sur le fait que le prochain président fera encore mieux. Un exemple de ce qu'on pourrait faire pour que tous les Béninois s'en portent mieux. Un exemple. Ah, voilà. C'est tellement simple. Le gouvernement même nous a annoncé, d'accord, la couverture sanitaire, l'assurance maladie universelle. Oui. Ça fait bientôt, on est à moins d'un an de la fin du mandat, ou sinon à un an de la fin du mandat. Où en sommes-nous? Aujourd'hui, quand je laisse ce secteur, j'ai parlé de l'éducation. Il y a des écoles. Si vous n'allez pas dans les villages, moi je suis tous les week-ends. Aujourd'hui, si ce n'est pas parce que je vis à cette émission, je serai au village. Il y a des enfants qui quittent l'école chaque jour, c'est-à-dire les enfants qui abandonnent parce que les parents n'en peuvent plus. Moi, je vis dans une région où... Malgré la cantine. Ce n'est pas la cantine qui paye la scolarité. Ce n'est pas la cantine qui nourrit le parent. C'est parce que le parent a besoin de son enfant pour aller au champ. Merci, c'était une digression. Voilà un peu la situation. Et je vous le dis, vous pouvez faire des études, puisque heureusement, moi, je suis consultant. Donc, c'est la réalité. Et on peut améliorer ça. Merci. Alors, est-ce que le travail de la gouvernance d'un pays, vous l'a fait remarquer, ce n'est pas aussi facile? C'est un travail de longue haleine au quotidien et ce n'est pas facile de faire travailler. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Et jusque-là, pour vous, M. Aboufon, le choix n'est pas fait? Le choix qui est fait ne favorise pas les plus faibles. Le choix qui est fait, c'est un choix qui paupérise, qui appauvrit. Moi, je dis, on parle de la circulation de l'argent. Quand on parle de l'argent circule, les gens pensent que c'est des marchés publics, de la corruption. Non. L'argent qui circule, c'est quand le paysan fait le chiffre d'affaires que l'argent circule. Quand le paysan est riche, moi, j'ai fait le système de santé. Quand le paysan, et je suis un financier dans le domaine de la santé, quand le paysan a de l'argent, le centre de santé ressent que le paysan a de l'argent. D'accord? Les artisans ressentent que le paysan a de l'argent. Les commerçants ressentent que le paysan a de l'argent. Donc, faisons en sorte que le revenu du paysan soit amélioré. Et c'est ça que nous proposons. Et nous allons y parvenir par la grâce de Dieu. Mais là, de ce point de vue, dire le paysan gagne de l'argent, comment? Nous avons combien de paysans riches dans ce pays? Il n'y en a presque pas, parce que on n'ajoute pas de la valeur à la production des paysans. C'est les paysans qui nous nourrissent tous, mais nous les exploitons. Et c'est ça, c'est l'élan aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que l'option, le péché du président Talon, c'est vouloir faire les choses autrement. C'est ça son péché, et c'est pourquoi il est incompris. Et qu'on n'ajoute pas de la valeur à la production paysanne, c'est qu'on ne va pas développer le paysan.
Et c'est ça. J'ai donné l'exemple on a, sur la toile, ça a circulé, le diplomate qui a parlé du cacao, bien du café, vendu à 200 francs de chez nous, et qui nous revient à plus de 20 000 francs. Là, les 20 000 francs là qu'on paye, c'est pour qui? C'est les autres qui ajoutent de la valeur, qui viennent encore nous arracher. Donc travaillons à ce que la production paysanne soit valorisée, qu'on ajoute de la valeur, et que le paysan devienne riche. C'est ça. C'est pourquoi je dis c'est difficile, mais c'est le chemin. Peut-être que ce n'est pas l'objet du débat. Oui, on va y revenir parce que le paysan ne se retrouve pas dans ce modèle. D'accord. Merci, monsieur Agbofon du parti NFN. Voilà, merci. Nouvelle Force Nationale. Il en est d'ailleurs le deuxième vice-président. Nous allons aborder le dernier sujet. Vous le savez, il y a 35 ans, disons, ce 2 mars, il y a quelques jours, sinon quelques heures, finissait cette historique conférence nationale des forces vives. Alors, 35 ans, sommes-nous toujours dans l'esprit de la conférence nationale des forces vives de la nation? La question, elle est posée aujourd'hui, M. Agbofon. Est-ce que vous, selon vous, sommes-nous toujours dans l'esprit de cette conférence nationale qui nous a permis d'amorcer le renouveau démocratique, donc la démocratie que nous pratiquons aujourd'hui? Merci beaucoup. Avant de répondre directement à la question, permettez-moi de faire un peu de l'histoire. Nous n'avons plus assez de temps. Donc, rapidement, je ne vais pas faire l'histoire, je vais demander à la jeune génération, tous ceux qui sont nés après 2000, parce que 90, non, après 2000, même après 90, si vous le voulez, que tous ceux-là s'approprient de la Constitution et surtout du préambule de la Constitution. Pour moi, le préambule de la Constitution, c'est en réalité la déclaration finale de la conférence nationale qui nous plonge, qui nous montre que nous venons de loin et que nous ne voulons plus subir ce que nous avons subi pendant la période révolutionnaire. Et malheureusement, sinon, nous avons eu beaucoup d'acquis. Nous avons eu beaucoup d'acquis parce qu'en 90... Sinon NFN n'existerait pas. Voilà. En 1990, aucun jeune comme moi ne pouvait se lever et créer un parti politique. Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'un seul parti politique. Et l'organisation qui est mise en place en ce moment, c'est-à-dire avant 90, c'était que même dans ta famille, si tu parles mal du gouvernement, tu ne sauras même pas si c'est ton enfant ou c'est ta femme qui est allée te signaler. Et là, monsieur Agbofon, on peut te faire de l'histoire. Maintenant, aujourd'hui, quand nous avons vaincu la fatalité et qu'aujourd'hui, on nous propose de retourner à une forme de parti unique maquillé, déguisé, nous devons tous dire non. Et pour dire non, la source qui va nous permettre d'avoir des éléments de motivation, c'est le préambule de la Constitution. Nous avons reculé. Nous avons beaucoup reculé et les 35 ans, pour que les 35 ans ne soient pas perdus sur le plan politique, il faut vraiment qu'on travaille à respecter ce que nos aïeux, nos aînés ont mis en place, parce qu'il n'y a que la démocratie qui sauve tout le monde. Le contraire de la démocratie, la dictature, c'est tout le monde qui peut en être victime. La preuve, dans les pays de là où les gens ont rompu avec la démocratie, on peut prendre un magistrat et l'envoyer au front sans que personne ne peut rien dire. Nous ne le souhaitons pas pour notre pays, nous ne souhaitons pas qu'on en arrive là. C'est pour ça que nous demandons à la classe politique de savoir raison garder et de reconnaître que l'héritage qu'on laisse aux enfants, ce n'est pas les comptes en banque, ce n'est pas les gros bâtiments que nous nous acharnons à construire, c'est l'éducation civique. Il faudrait que nous ayons des citoyens qui ont à cœur la République. Et nous, au niveau de notre parti politique, nous nous battons pour que les citoyens aient à cœur la République. Très bien, M. Agbofon, merci. M. Mathieu, est-ce que véritablement nous avons reculé?
comme l'a prétesté M. Aboufou. Bon, ça, comme je dis, je concède à M. Aboufou son point de vue. Oui. Mais moi, je pense que ce qui s'est passé en réalité, on ne va pas s'en faire l'histoire. Hein. Moi, en 90, j'étais déjà étudiant bien avant. Donc, je ne suis pas de la dernière osée. On a vécu tout ce qui a engendré 90, la conférence. Et puis, au lendemain de la conférence, c'est ce qui a commencé par se faire que nous allons voir. L'esprit est resté, mais dans la pratique, il y a des dysfonctionnements qu'on a observés, que les acteurs qui ont été au front-off ont à chaque fois révélé. Je remonte au président Sinisefo Soglo, qui, dans le temps, trouvait que la démocratie dont il a hérité ne permettrait pas le développement. Et parce qu'il a dit ça, parce qu'il a commencé par y travailler, on l'a stoppé. Il est le seul qui n'est pas rempilé. On l'a quadrillé, on l'a stoppé en net. Le président Kérékou est revenu, il l'a initié un peu avec Alain Adiou, à faire l'EPI, tout ça pour qu'on ait l'EPI. Alain, grand frère, il a dû faire la prison pour rien, du fait de la classe politique qui n'en voulait vraiment pas. Ça, je pourrais l'appeler pour qu'il en dise un peu. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, nous en venons au président Yahi, qui, en fin de compte, poussé à bout, a fini par dire, mais c'est quelle démocratie? Quelle démocratie chargée de désordre, de pagaille? Démocratie Nescafé. C'est dire que les acteurs au front-off ont compris que l'esprit était galvaudé. L'esprit même là. Et c'est pourquoi je suis pas à l'aise d'entendre ceux qui étaient dans l'esprit dire encore qu'ils en sont déçus. Ils devraient aller à l'école de ceux-là qui ont pratiqué les tests qu'ils ont proposés pour dire, mais quels étaient les dysfonctionnements que vous avez observés? Et c'est comme ça, après ça, qu'ils pourraient faire des propositions. C'est pourquoi je dis, notre intelligence, c'est notre... De 2016 à 2025, avec les réformes... Bon, voilà, et c'est ça ce que je viens de venir pour dire. C'est ça le président Talon a fait différemment, pour dire. Parce que tous étaient unanimes à dire. Le président Soglo, le président Kérékou en partie, lui ne parlait pas beaucoup. Et le président Yahi était unanime à dire qu'il fallait retoucher. Et parce que, qu'est-ce que le président Yahi proposait? La dictature du développement. Parce que pour faire le développement, il fallait forcer le passage. Il fallait faire un peu ce que le président Talon fait. Il fallait des réformes. Et c'est ça le péché du président Talon aujourd'hui. Il a osé faire les réformes qui nous permettent de voir qui nous permettent de faire ce que nous voyons. Cette conférence, tout en sachant que tout est restaurer l'esprit de la conférence. C'est une façon pour le président Talon de restaurer l'esprit de la conférence parce qu'on voulait aller au développement, pas le travail. Et donc, nous faire travailler pour aller au développement. Et ça, pendant les quinquennats qui ont précédé, on n'avait pas observé ça. Les gens s'en plaignaient, mais n'avaient pas eu le courage du président Talon pour faire les réformes, pour opérer les réformes nécessaires au développement que nous observons aujourd'hui. C'est ça, moi je dis, c'est dommage. Et donc aujourd'hui, qu'il soit dans la logique de dire, je vais choisir, je suis béninois, je vais voter pour quelqu'un et donc je vais accompagner quelqu'un, c'est tant mieux. Parce qu'ils pensent que pour que le Bénin s'emporte mieux, il faudrait pas qu'on soit dans la facilité. Et c'est dit, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Apprenons à nos enfants à affronter les difficultés et non à chercher les détours. Les détours ne permettent pas d'aller à bon port. Oui, mais ça vous faut... Qui sourit avec le sourit, oui, non, quand j'entends... Moi, je suis aussi un gestionnaire. Et quand vous prenez service... Ah, mais vous êtes presque tout, hein? Oui, non, je suis un gestionnaire de formation, j'ai géré d'ailleurs plusieurs projets. Okay. Quand vous venez dans un projet, on vous donne un manuel de procédure. C'est vous qui vous adaptez à ça. Parce que derrière la Constitution, pour parler c'est du droit administratif. Du cadrage, pour parler du cadrage... Je vous dis, pour parler du cadrage politique, oui. C'est des gens qui ont réfléchi... C'est des gens qui ont réfléchi et qui ont tenu compte d'un certain nombre d'éléments pour pouvoir mettre en place les tests. Mais malheureusement, quand les gens viennent au pouvoir, pour leur intérêt personnel, égoïste, inavoué et inavouable, ils pensent que le cadre tracé par le peuple les confine. Non, tous les trois présidents, d'ailleurs, et moi je dis, donnez la chance à une nouvelle génération pour voir si on a besoin vraiment de changer les tests avant d'avoir des résultats. Nous avons pris le temps de lire non seulement l'histoire, mais d'intégrer ça et de comprendre qu'on n'a pas besoin de faire souffrir les gens pour pouvoir développer le pays. Et le peuple béninois a choisi la démocratie avant le développement. Parce que la voie par laquelle le peuple béninois aspire au développement, c'est le renouveau démocratique. Lisez le préambule de la Constitution, vous allez comprendre. Plusieurs fois.
Je l'ai lu plusieurs fois, et cher ami, je pense que, oui, de ce point de vue, c'est vrai, on n'accorde pas les violons, mais c'est de bonnes guerres, c'est de bonnes guerres, moi je pense que, et c'est ça, vous vous rappelez sur d'autres plateaux, j'avais pas été d'accord avec certaines prises de position du professeur Olo, je suis pas d'accord avec certaines prises de position du doyen Dossou, parce que c'est vrai, c'est des acteurs de ce test-là, mais c'est des idées qui, au fil du temps, connaissent l'usure. Mais qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faudrait qu'on dise, on est déçu, on n'a pas dit ça on n'a pas écrit dans ce contexte. Chers amis, les vérités ce qu'ils ont vécues, ce n'est pas ça que nous avons vécu. Et les vérités que nous avons vécues, ce n'est pas ça que nos enfants vivront. Il faudrait que les choses sont dynamiques. Il faudrait qu'on les actualise chemin faisant. Et c'est pourquoi je dis, quand on dit non, on ne peut pas toucher ci, on ne peut pas toucher ça, c'est du leurre. Je dis, le président Talon, c'est un gros pécheur, parce que son gros péché, c'est avoir accepté faire le contraire de ce que tout le monde attendait de lui, à opérer les réformes pour faire vraiment le développement. Parce que la démocratie dont on parle là, c'est les attentes du peuple, les attentes des partis politiques et les attentes du développement. Bon, maintenant, voilà que le président Talon parvienne à faire bouger les lignes. C'est ça son péché. Et je dis, ce péché-là, je l'épouse un peu. Je l'épouse un peu parce que je ne me vois même pas dans le courage de faire les choses comme il le fait. Ayons la chance d'avoir mieux que lui pour persister dans les réformes au fin de développer le Bénin. Très bien. Merci, monsieur Mathieu Havlessi. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le duel de ce dimanche 2 mars 2025. Il y avait sur ce plateau Théophile Agbofou, deuxième vice-président du parti NFN. Et puis, en face de lui, il y avait Mathieu Havlessi, membre du bureau, membre du parti Bloc Républicain. Voilà, il est membre du parti Bloc Républicain. Nous avons abordé 3 sujets: l'audit du fichier électoral, les orientations, attentes et mise en garde du président Patrice Talon au comité. Nous nous sommes intéressés également au souci d'une fin heureuse de mandat pour le président, ce qui reste l'autre équation pour son départ d'ici 2026. Et nous nous sommes intéressés à la conférence nationale des forces vives. 35 ans après, sommes-nous restés dans l'esprit? Et quelle suite? Voilà, les uns et les autres ont apporté leurs argumentations. Merci d'être restés avec nous. Merci de répondre à notre invitation toujours, monsieur Havlessi, Mathieu. Merci, monsieur Oussa. Vous avez insisté. J'ai dit, je serai là, je suis là. Merci d'être là. Monsieur Agbofou aussi, qu'on a pris presque à la dernière minute. Merci. C'est vraiment difficile de venir chez vous, mais le jeu en vaut la chandelle. Et c'est le développement, puisque c'est les conséquences du développement. Merci à vous, mesdames et messieurs. On dit dimanche, ces politiques se poursuit. Juste après nous, c'est Afrique, 26 minutes en Afrique et dans le monde.